Donc l'idée est pour Nicolas de commencer par sa présentation sur PCM à Build Class et comment le Lean l'a aidé dans ces temps de crise. Et je vais te passer la main, Nicolas. À toi. Ok, merci Catherine. Bonjour à tous. Donc, comme Catherine l'a dit, je vais d'abord commencer par le contexte et présentation de la société. Vous verrez que le contexte est assez important pour bien comprendre les démarches qui suivent. Ensuite, je parlerai de la démarche Lean dans le peu de temps que j'ai eu avant la crise. Ensuite, évidemment, je parlerai évidemment de la crise, le confinement et comment on l'a géré, et comment on l'a vécu ici. Ensuite, je vous parlerai de la démarche Lean pendant la crise qui continue. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui malgré les différents obstacles? Et enfin, je vous parlerai de ce qu'à notre petit niveau, on essaye de faire pour aider un petit peu à être solidaire dans cette période extrêmement compliquée. Alors, voilà, donc le 7 février 2020, j'ai la très bonne idée de reprendre la société PCM à Build Class. Donc voilà, je suis l'actionnaire à 100% de cette société. Préalablement, j'ai fait ma carrière dans l'industrie, industrie métallurgique principalement. Donc, cette société, je l'ai reprise donc, après 6 mois de discussion, donc 6 mois qui ont eu lieu en 2019. Cette société est une PME industrielle spécialisée dans la fabrication de mobilier inox et acier pour le secteur de la santé et de l'industrie. Le métier principal, c'est la tôlerie fine. Vous allez voir des exemples derrière. Donc, une petite PME de 19 personnes, un chiffre d'affaires 2019 de 2,3 millions, et elle se situe à 25 km de Chartres, en pleine Beauce. Pour ma part, donc, le Lean, je l'ai connu il y a à peu près une dizaine d'années, lors de mes précédentes expériences. J'ai travaillé avec Michael Ballet, Philippe Gross. J'ai eu mon diplôme du CES Lean et je participe régulièrement aux formations Lean Engineering. Donc, je suis depuis plusieurs années très impliqué dans une approche Lean et vous allez voir que je pense que ça m'a servi en tout cas pour faire face à cette crise. Donc, l'activité historique de la société, c'est la fabrication de ce type de chariots, des chariots acier peint pour principalement le transport de dossiers suspendus et de dossiers divers et variés, principalement pour les hôpitaux et d'autres administrations. L'autre partie et sur laquelle je vais beaucoup insister aujourd'hui, c'est que nous avons une deuxième activité qui sont les produits inox, qui sont du mobilier et des chariots à destination principalement de la santé, donc labos privés, hôpitaux publics privés, EHPAD, et globalement toutes les industries dans lesquelles on peut retrouver des salles blanches ou des zones avec des atmosphères contrôlées, puisque l'inox est un matériau qui permet une stérilisation et un nettoyage efficace, et puis surtout l'inox permet d'éviter la rouille et tout un ensemble d'autres paramètres qui sont nécessaires dans ce genre de situation. Donc, je vais vraiment axer ma présentation sur ces produits-là, puisque c'est, vous l'imaginez bien, ces produits-là aujourd'hui qui sont le cœur de notre activité. Voilà, alors là, je vous ai mis 2 chariots en situation pour que vous voyez bien un petit peu comment ces chariots peuvent être utilisés en milieu hospitalier. Donc, c'est des chariots assez ergonomiques qui ont été conçus pour ça, modulables, puisqu'ils fonctionnent avec des différentes options qui permettent à chaque utilisateur de l'utiliser en fonction des besoins, dans des blocs, dans des salles de soins, dans des labos également. Le gros avantage de ces chariots, c'est qu'ils sont faciles à nettoyer, puisque vous voyez, il y a très peu de surface, contrairement à d'autres chariots qui peuvent exister. Donc, le nettoyage par lingette désinfectante ou autres produits ou directement en autoclave est assez rapide et facile. Donc, c'est vraiment un des points importants de ce chariot et on en discutera un petit peu plus tard. Et le dernier point, évidemment, c'est leur faible encombrement qui font de ces chariots aujourd'hui des produits qui me sont demandés régulièrement par les hôpitaux. Alors, je reviens donc à ma démarche Lean
avant la crise sanitaire. Donc, quand j'ai racheté la société, donc j'avais au départ, donc la crise n'avait pas tout à fait commencé. On en entendait un petit peu parler en Chine, mais évidemment, venant de racheter une société, j'étais très très loin de m'imaginer qu'on arrive à la situation actuelle en Europe et en France. Malgré tout, avec mon expérience ligne précédente, j'avais comme objectif donc de m'occuper des gens. Voilà, c'est une petite structure de 19 personnes sur un métier que je connaissais un petit peu. Mais donc, un de mes premiers objectifs, c'est de m'occuper des gens et d'apprendre à les connaître. Grosso modo, l'idée, c'était de développer la confiance. Jamais simple quand on rachète une société de créer des relations. Et vous allez voir que ce que je pense avoir mis en place pendant le mois précédent la crise m'a peut-être permis de traverser, même si la crise n'est pas encore terminée, de traverser la crise dans des meilleures conditions. En tout cas, voilà, l'objectif, c'était d'apprendre, passer du temps sur le terrain. Donc, je suis quelqu'un de très terrain. Euh, Mes expériences lean passées m'ont fait comprendre que la Gemba ou les tours d'usine ou la présence sur le terrain sont vraiment importantes pour pouvoir comprendre et être efficace au quotidien dans une société industrielle. Donc, les premières semaines, mon objectif n'a pas été de bouleverser justement l'organisation de la société et plutôt d'observer, de regarder et de discuter. Donc, j'ai très rapidement mis en place des tours d'usine. Alors, on appelle Gemba, tour d'usine, il y a différents termes quotidiens. Donc, tous les jours, je fais le tour. Encore une fois, c'est une petite structure, donc c'est bien plus facile que quand on a plusieurs usines ou une plus grosse structure. Mais en tout cas, tous les jours, j'ai commencé par faire un tour de l'usine et commencer à discuter avec les gens sur la sécurité et les conditions de travail. Puisque ma priorité, c'était vraiment de créer une relation de confiance avec eux. Et donc, au départ, aucunement l'intention de discuter productivité ou autre. Mon objectif, c'était vraiment de mieux comprendre dans quelle mesure ils étaient en sécurité et les conditions de travail leur permettaient d'effectuer un travail de qualité. Donc, beaucoup de temps passé sur le terrain, beaucoup d'observations, de discussions autour des postes de travail. Je vous ai mis un ou deux exemples. Par exemple, amélioration de l'éclairage des postes de soudure. Donc, on soude du matériel inox, donc on soude avec un procédé qui s'appelle le TIG. Je pense qu'il y en a qui connaissent. Très important que l'éclairage, pour avoir une bonne soudure, et vous verrez par la suite l'importance d'avoir une bonne soudure, donc important d'avoir un éclairage adéquat pour que le personnel puisse souder dans de bonnes conditions. J'ai également travaillé avec eux sur les EPI, qui n'étaient pas forcément très adaptés au métier. Donc, mes premières actions étaient vraiment de m'occuper des conditions de travail et des gens, afin qu'ils puissent être dans de bonnes conditions pour faire un travail de qualité. Vous verrez que j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que ça aura un impact sur ce qui va arriver ensuite. Donc, je fais un constat, il existe des problèmes d'ergonomie flagrants, et je me rends compte que les gens sont très peu ou mal outillés pour faire leur job. Bon, donc de là s'ensuit plusieurs actions de ma part, jusqu'à ce que la crise sanitaire nous frappe de plein fouet avec les mesures de confinement. Alors, préalablement aux mesures de confinement, donc, il y avait déjà effectivement des mesures barrières qui avaient été demandées. Donc, on a essayé à notre niveau de les mettre en place. Alors, ça n'a pas été facile puisque à part la distance physique, on n'a pas pu avoir accès très rapidement, on n'a pas eu accès ni à des masques, ni à du gel hydroalcoolique. C'est-à-dire que nos fournisseurs habituels, les quincailleries de la région, ont très vite été dévalisés. Et donc, on n'a pas pu avoir le matériel adéquat au départ. Donc, ça a été, dans les premiers jours, un peu compliqué. Donc, on a essayé de s'adapter. Donc, on s'est réunis régulièrement, et on a décidé ensemble d'utiliser d'autres moyens, puisqu'on n'avait pas de masque ni de gel. On a décidé de faire des nettoyages 4 fois par jour des zones de contact communes grâce à du vinaigre blanc, tout simplement. On a été acheter du vinaigre blanc et puis on a essayé de faire un roulement, de déterminer les zones à risque, les zones en tout cas de contact, donc poignée de porte, machine à café, clavier, d'ordinateur, etc., etc. J'ai de la chance d'être dans des bureaux individuels. Je n'ai pas d'open space, donc pas de personnes à deux dans un bureau. Donc, on a pu conserver l'organisation. Et bien évidemment, on a essayé de faire du télétravail. Donc, dans une PME industrielle, le télétravail, c'est très vite limité. En tout cas, il est limité au niveau du bureau d'études.
qui, eux, ont pu faire du télétravail. Pour le reste, ça n'a pas été possible. Donc, l'autre adaptation qu'on a dû faire lors du confinement, lors des premières phases et ensuite du confinement, c'est les tours d'usine que je réalisais tous les matins ont évolué et systématiquement, on a commencé par un tour d'usine. On se réunissait en fait dans l'usine puisque c'était l'endroit le plus ouvert de la société, donc surtout pas en salle de réunion. Donc, dans l'usine, on se réunissait pour discuter avec le personnel de la situation sanitaire globale de chacun, déjà, savoir si les gens avaient des soucis ou avaient de la famille qui pouvait être touchée ou des collègues ou autres. Et aussi énormément de discuter des informations de la veille, puisqu'à une période, il y avait énormément d'informations qui tournaient, alors soit réseaux sociaux ou informations. J'ai senti que les gens avaient énormément besoin de discuter des informations qu'ils recevaient, qui étaient plus ou moins anxiogènes. Donc, on a beaucoup échangé. On échange toujours. Je veux dire, ce tour d'usine avec ce point sanitaire se fait encore aujourd'hui, tous les matins. Et donc, j'ai dû adapter ce tour d'usine à en fait une mini réunion de crise tous les matins qui a permis de désamorcer certaines idées reçues, qui a permis, je pense, de pouvoir évacuer des anxiétés qui étaient légitimes et en tout cas de pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Il faut savoir que donc, depuis le début, la société fonctionne normalement. J'ai 100% du personnel qui est présent, à part les gens en télétravail. Je n'ai pas de malade, mais en tout cas, je n'ai pas eu de problématique particulière, malgré le fait qu'on n'avait pas forcément tous les moyens pour pouvoir se protéger correctement. Néanmoins, les gens ont bien agi globalement. Et je pense que ces discussions ont permis au personnel de comprendre les différentes problématiques qu'on peut rencontrer et ont permis de s'adapter. Voilà, donc ça, c'était pendant la crise. Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Si vous avez des questions, j'y répondrai ensuite. Donc ensuite, la crise aidant, donc on est en confinement. Donc des problématiques. Donc voilà, là, je vous ai mis une petite réunion, la fameuse réunion du matin qui se passe dans l'usine. Donc, comme vous pouvez le voir, personne n'a de masque. J'en ai pas. Et le peu que j'avais, de toute façon, on les a donnés avec l'accord du personnel aux médecins de notre ville du coin, qui, lui, n'en avait aucun, qui n'avait pas de masque à l'époque et qui qui était vraiment dans une situation compliquée. Donc, on a décidé de lui donner nos masques. Donc, pendant la crise plusieurs choses ont changé chez nous. Donc, évidemment, la partie sécurité, je viens d'en parler. Mais il a fallu s'adapter également à un changement total de fonctionnement de la société, puisqu'auparavant, la partie inox faisait partie environ 30% du chiffre d'affaires et 70% du chiffre d'affaires était lié à la partie acier. Et ça s'est fortement inversé en très peu de temps. C'est-à-dire qu'on a eu une hausse de demande des équipements inox pour les hôpitaux et les labos. Il faut savoir qu'en France, je pense que ce n'est pas une surprise, les hôpitaux publics notamment ont un niveau d'équipement qui est assez faible et l'augmentation du nombre de salles de soins liées au Covid-19 a encore mis en évidence encore plus ce manque d'équipements simples, comme vous avez pu le voir, les fameux chariots dans lesquels ils mettent différents produits. Donc, on a eu une hausse des besoins d'équipements inox. Donc, il a fallu réadapter toute notre production à cette nouvelle demande. Donc, les postes de travail ont été revus, donc toujours en essayant de garder les distances entre les postes de travail. Et donc, il a fallu qu'on puisse ensemble une nouvelle stratégie adoptée face à cette crise, puisqu'au-delà de la demande croissante en besoin en équipement inox, nous avons dû faire face à d'autres problématiques à partir de la mise en confinement. Donc, pour essayer de livrer nos clients, on a dû faire face à plusieurs choses. Mais le problème le plus important a été qu'on a pris conscience de la fragilité de notre supply chain. Et on s'est posé un certain nombre de questions sur le sujet. Donc, il faut savoir qu'on se fournissait beaucoup de divers produits chez des Italiens et qui, du fait de leur situation, et notamment on travaillait beaucoup avec des sociétés dans le nord de l'Italie, ont été incapables de nous livrer très rapidement, soit parce qu'ils étaient fermés, soit parce que la boucle logistique était complètement perturbée. Et vraiment, on avait des délais qui s'allongeaient énormément.
Donc, de ce constat, alors là, je parle des Italiens, mais on a eu des cas aussi avec des fournisseurs français qui ont fermé très rapidement après les annonces de confinement. Donc, c'est posé la question de mais comment nous approvisionnons-nous et pourquoi on s'approvisionne en Italie. Donc là, ça a été un sujet avec les équipes. On s'est rendu compte qu'on a approvisionné en Italie des produits qu'on pouvait aussi trouver en France. Pour des raisons diverses et variées historiques, ça a été toujours fait comme ça. Donc, cette problématique nous a permis de revoir un petit peu notre boucle logistique. Et on a réussi, tant bien que mal, même si ce n'est pas encore réglé, à trouver des fournisseurs encore ouverts et capables de nous livrer. Et on a vraiment cherché du local pour pouvoir continuer à être livrés. On a même dû nous-mêmes nous déplacer pour aller chercher certains produits, car des fournisseurs ne pouvaient plus livrer, en tout cas, ou on n'avait plus la boucle logistique pour pouvoir livrer. Donc, premier point. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait des difficultés à s'approvisionner certains composants non standards. Donc, on s'est posé la question, mais pourquoi avons-nous dans nos produits des composants aussi spécifiques? Donc là, il y a eu un travail avec le bureau d'études. J'ai en tête un type de vis un peu particulier qu'on utilise sur un chariot. Très rapidement, notre fournisseur s'est retrouvé à court de stock parce que les vis venaient de pays d'Asie. C'était des vis en plus assez spécifiques. Donc, on a travaillé avec le bureau d'études et on s'est posé la question, mais pourquoi n'utilisons-nous pas des vis disponibles encore chez nos fournisseurs? Donc, après quelques jours de recherche, on a peut-être trouvé un composant qui a permis de remplacer cette fameuse vis. C'est un exemple, mais sans la fameuse vis, je ne pouvais pas livrer de chariot. Donc, c'était quand même assez important. Troisième question, donc liée au transport. Donc, comme tout le monde, je pense, on a dû faire face à la fermeture petit à petit d'un certain nombre de nos fournisseurs de transport. Donc, il a fallu qu'on s'adapte. On avait une façon de palettiser nos produits assez encombrante, je dois dire, et qui prenait beaucoup de mètres linéaires dans les camions. Ce qui fait que la raréfaction des camions disponibles a fait qu'il a fallu également qu'on revoie notre façon de palettiser afin d'optimiser le mètre linéaire et ainsi pouvoir bénéficier de quelques places qu'on a pu trouver dans certains camions. Donc ça a été un combat assez compliqué. Ça l'est toujours, hein, ça l'est toujours. De moins en moins, parce qu'il y a quand même des sociétés qui reprennent, des sociétés de transport qui reprennent le travail. Donc l'offre a un peu augmenté, mais ça reste toujours compliqué. Donc il a fallu qu'on se remette en question, nous, par rapport à une façon de faire, du fait de cette pénurie de places dans les camions. Donc on a tout simplement essayer, tester plusieurs types de palettisation avec un objectif, mettre le maximum de produits sur une palette sans abîmer le produit. Donc, des idées ont fusé de la part du personnel et on a trouvé quelques idées qui nous ont permis de faire face à la situation. Voilà un petit peu les questions principales à laquelle on a dû faire face pendant la crise. Alors, derrière, j'enchaînerai avec les démarches Lean pendant la crise, puisque j'ai mis en place un certain nombre de démarches avant, et donc j'ai essayé de continuer à utiliser les outils que j'ai appris pendant plusieurs années pour essayer de poursuivre les démarches malgré le confinement, malgré les difficultés qu'on peut avoir. Donc, on a souhaité poursuivre les formations, donc je vais en discuter. Alors, les formations, ce n'est pas évident, puisque effectivement, formation, on se dit dans une salle à plusieurs ou sur le terrain à plusieurs. Donc, il a fallu qu'on réadapte nos formations. On a essayé de continuer, de démarrer des chantiers d'amélioration en binôme. D'habitude, ils sont à plus que deux, mais on a essayé de les adapter à la situation sanitaire notamment. Et évidemment, mise en place du 5S, profiter un peu du temps qu'on avait pour réorganiser l'usine. Alors, les formations. Une des formations sur lesquelles on a beaucoup travaillé et qui est importante vis-à-vis de nos produits inox. Il faut savoir que donc, les produits inox, au niveau des soudures, la qualité des soudures est très importante dans le sens où les soudures sont les zones dans lesquelles peuvent se loger les germes, les spores, les bactéries, les virus également. Donc, on se doit d'avoir des soudures les plus parfaites possibles pour éviter justement ce genre de problématiques qui ont des conséquences, surtout dans la situation et dans la période actuelle, importantes. Donc, on a travaillé, alors je précise, cette photo a été prise, c'était une formation qui avait été faite avant le confinement, puisque aujourd'hui, on ne travaille plus à 4 comme ça.
Alors là, ils ont des masques, donc ça permet de pouvoir quand même travailler sereinement. Mais aujourd'hui, ils sont plus qu'à deux. Et vu que le formateur ne peut plus venir sur place, on utilise YouTube pour essayer. On a trouvé sur YouTube des vidéos qui montrent des soudures de qualité. Et donc, on essaye avec le personnel de travailler avec ces vidéos et pour le OK, non OK, de se baser sur des vidéos YouTube pour dire OK, on a fait une soudure qui est correcte. Et on essaye d'apprendre, de continuer à apprendre malgré le confinement et malgré le manque de formateurs pendant la période. Donc, pour nous, les soudures, c'est primordial. Elles doivent vraiment être le plus lisse possible afin qu'il y ait le moins d'interstices pour que les germes puissent se développer. Voilà, donc à gauche, vous avez une soudure TIG. Là, ce que c'est qu'une soudure TIG. Donc, c'est avec de l'apport matière ou sans apport matière. Et à droite, une formation en cours. Donc, formation, on essaye de poursuivre. Ce n'est pas évident, mais les gens sont plutôt réceptifs et apprécient le fait de continuer à améliorer leur technique, notamment sur ce point qui est assez particulier. Alors, les chantiers d'amélioration. Donc, point important. Donc, j'ai mes ingénieurs, j'en ai deux au bureau d'études qui sont en télétravail. Très compliqué d'améliorer l'ergonomie et les postes de travail quand vous n'avez pas les gens du BE qui sont sur place. Donc, il a fallu s'adapter encore une fois. Encore une fois, sur la soudure inox, et donc pour les fameux chariots pour les hôpitaux, on réfléchit avec le BE à distance. On a réfléchi avec le personnel sur place et le BE à distance, comment on pouvait améliorer les postes de travail. Et le deuxième point, comment on pouvait réintégrer un certain nombre d'opérations qui étaient sous-traitées au préalable pour les réintégrer en interne. Première raison, la difficulté de pouvoir être fourni par un certain nombre de fournisseurs. Et l'autre, la réduction du lead time. On a des besoins, les hôpitaux, vous imaginez les hôpitaux aujourd'hui, quand ils nous demandent un chariot et que je peux difficilement leur annoncer 6 semaines, parce que rapidement, ils me disent, mais monsieur, dans 6 semaines, on n'aura plus besoin du chariot, peut-être. Donc, il a fallu aussi trouver des solutions rapides pour pouvoir tenter de réduire ce lead time dans un délai très court, en maintenant la qualité du produit. Donc ça a été assez complexe. Néanmoins, on a réussi à faire un certain nombre de choses. Tout n'est pas parfait, mais je pense qu'on y est arrivé un petit peu. Et on a réussi à réduire ce lead time. Aujourd'hui, en fonction des types de chariots et des types de demandes, on arrive à livrer sous 2 semaines, à peu près. Sauf certains chariots qui sont standards et qu'on a encore sur stock. Alors, donc, je parlais donc de l'amélioration qui avait été faite en relation entre le bureau d'études et le soudeur que vous avez à gauche. La difficulté que j'avais, c'était comment faire parler le BE et l'opérateur. La personne du BE étant chez lui, donc on a utilisé beaucoup WhatsApp, puisque donc, tous les matins, on faisait un point, on se mettait en vidéo avec la personne du BE et il échangeait il présentait les plans de ce qu'il avait imaginé et il l'a présenté à l'opérateur pour que l'opérateur lui donne un aval, en tout cas, ou lui donne des commentaires par rapport à ce qu'il avait dessiné. Donc ça a été vraiment une adaptation qu'on a dû faire. Ce n'était pas évident, puisque n'étant pas sur place, c'est quand même pas simple de développer un produit d'ergonomie. Donc là, vous avez à gauche un chariot qui est en train d'être soudé dans la méthode actuelle. Et à droite, vous avez un futur banc de soudure qui va permettre de beaucoup plus rapidement fixer le cadre afin que le soudeur puisse venir le souder. Alors, il faut savoir que c'est un banc pivotant. C'est-à-dire que aujourd'hui, le soudeur manipule énormément les chariots. Donc, en termes d'ergonomie, en termes de fatigue, c'est assez complexe. Donc, le banc qui a été dessiné à droite va permettre de fixer le banc rapidement et de pouvoir le tourner puisqu'il est pivotant pour pouvoir souder des deux côtés sans avoir à manipuler le chariot, en tout cas le cadre qui va servir de base au chariot futur. Et ça, j'avoue, ils ont réussi à le faire à distance. Et on s'est adapté, donc WhatsApp, Skype, partage d'écran, et ça a pu le faire. Voilà, le chariot est en cours de fabrication aujourd'hui et je pense qu'il sera utilisable dès la fin de semaine. Donc, on verra un petit peu comment ça se passe. En termes de temps, au préalable à gauche, donc il faut souder et il faut surtout fixer sur la table de soudure avec les moyens en jaune que vous avez le chariot.
Ce qui fait que il y a un temps de préparation qui est assez long, alors qu'à droite, tout est déjà prépositionné. Il y a juste à positionner les tubes inox serrés avec les sauterelles et vous avez déjà le positionnement qui est réalisé. Donc, je n'ai pas encore pu estimer exactement le gain de temps, mais il y a un gain de temps clairement, en tout cas a priori, non négligeable, qui va nous permettre de gagner du temps et surtout de faciliter le travail de l'opérateur au quotidien. Voilà, c'est un exemple que je voulais partager avec vous. Enfin, donc on s'est posé la question en interne, comment peut-on aider? Donc j'en ai parlé, on a effectivement donné nos masques, les quelques masques, rassurez-vous, on n'en avait pas beaucoup, on avait à peine une dizaine de masques, on les a donnés à notre médecin de ville. Et puis j'ai eu des demandes d'hôpitaux, notamment la PHP, à Chartres, etc., où pas le budget, pas les moyens, le service achat n'étant pas disponible, ils avaient malgré tout des besoins. Donc, on a décidé en interne de donner ou prêter des chariots. Donc, aujourd'hui, on a livré un chariot à Chartres. Nous avons donné un chariot à l'hôpital de Chartres et nous avons livré 8 chariots aujourd'hui aussi à l'AP-HP, à Trousseau et à Saint-Antoine, de 8 chariots. Parce que les cadres infirmières sont vraiment face à une grosse problématique des ouvertures de salles Covid dans lesquelles il n'y a absolument aucun mobilier pour mettre des produits hydroalcooliques, etc. Donc voilà, on s'est un peu mobilisé en interne pour, à notre échelle, notre petite échelle, essayer de participer à l'effort, en tout cas, de ce personnel soignant. On ne peut pas donner d'autres masques. Par contre, on peut essayer que leur quotidien soit un tout petit peu plus facile grâce à des chariots pour entreposer le matériel et pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Voilà, je suis arrivé au bout de ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute pour les différentes questions. Super, merci beaucoup Nicolas. Donc c'est le moment d'utiliser soit la fonction converser, soit de remettre mon micro. Je vais peut-être reprendre le partage de l'écran pour, voilà, pour nous remettre, c'est fait, parfait. Donc, et je vais nous mettre en affichage intervenant, c'est le cas, c'est-à-dire que c'est celui qui parle qui apparaîtra à l'écran. Donc, j'ai une première question apparemment, et je la lis in extenso. Merci pour votre humanité, ça transpire dans vos commentaires, ça fait du bien. L'amélioration vient de l'ensemble du personnel, vous avez réussi à fédérer cela, bravo. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en avais une. Je reviens au fait qu'on a eu à un moment un passage, ça tu me l'avais dit en off, tu ne l'as pas redit, mais tu avais autrefois 30% de chariots administratifs, pardon, de chariots inox hôpital et 70% de chariots administratifs papier. Et c'est maintenant l'inverse, hein, la demande est inversée. Donc, tu nous as dit… Oui. À peu près. Hein, donc, tu nous as dit tout à l'heure que vous aviez dû changer des postes de travail et réorganiser une production pour 70% sur des produits qu'on ne fabriquait pas si souvent que ça avant. Qu'est-ce que ça a posé comme problème sur les postes de travail? Il a fallu créer de nouveaux postes de soudure, il a fallu former des gens. Alors donc, la formation, donc, déjà quand j'ai racheté la société, j'avais très rapidement vu qu'il y avait un problème de formation puisque j'avais un seul soudeur inox. Donc, je m'étais rapidement posé la question, le jour où ce soudeur est malade ou quoi que ce soit, je ne peux plus faire de mes chariots inox. Donc, j'avais démarré cette formation avant le confinement, ce qui a permis de développer. Alors, j'avais 2 autres personnes qui avaient des bases de soudure, mais qui n'avaient jamais trop pratiqué. Donc, j'ai eu de la chance localement de trouver une quincaillerie qui a été d'accord pour me prêter un deuxième poste TIG, parce que j'avais aussi un problème de matériel, j'avais qu'un seul poste TIG disponible. Donc, une société de la région m'a prêté un deuxième poste TIG, donc, ce qui a permis de pouvoir augmenter notre capacité de formation et à terme augmenter la capacité de fabrication. Ce poste est actuellement chez nous et il fonctionne. Je remercie encore d'ailleurs la société de nous l'avoir prêté. Évidemment, il y a une option d'achat à la fin de l'essai, mais en tout cas, ils ont accepté de jouer le jeu là-dessus et on leur a expliqué notre situation. Donc, il a fallu adapter le poste. Il a fallu adapter nos achats puisqu'on n'avait pas un stock inox suffisamment important. Donc, il a fallu trouver des fournisseurs. Ça a été un peu compliqué, mais on y est arrivé bon an, mal an. On a appris à réutiliser de la matière qu'on avait qui était dédiée à d'autres activités
on a vu avec le bureau d'études pour la réutiliser pour ce type de chariot. Bref, on a vraiment revu la façon dont on allait fonctionner pour s'adapter à une nouvelle demande et à des nouveaux besoins. J'ai une autre question, merci Nicolas. J'ai une autre question sur le nombre de personnes absentes aujourd'hui sur les 19. J'ai une personne absente, mais qui, a priori, puisque je prends des nouvelles à peu près tous les jours, n'est pas impactée par le Covid, puisqu'elle avait un problème cardiaque et elle a eu un petit malaise et donc confirmé aujourd'hui, ce matin, si la personne est absente, non pas à cause du Covid, mais à cause d'une autre problématique. Donc, sur 19 personnes, j'ai une personne absente. D'accord. Je regarde les questions. Au-delà des problèmes de production que vous avez dû résoudre, quels sont les problèmes rencontrés pour livrer vos clients? Oui, alors je précise quand même que le chiffre d'affaires a forcément baissé, hein, même si on fait plus de chariots inox aujourd'hui. Il y a quand même un certain nombre de clients qui ont suspendu leur investissement. Je pense notamment à certains labos qui avaient des projets d'équipement de salles complètes sur lesquels on était positionné. Donc, il y a quand même eu une baisse d'activité. Pour l'instant, on n'est pas en chômage partiel, mais on va y arriver, je pense, dans les prochaines semaines. Néanmoins, les gens qu'on a pu… Alors, j'ai des clients qui ont fermé, qui nous ont demandé de garder les productions jusqu'à ce qu'ils réouvrent. Certains autres clients, alors tout ce qui est hôpitaux, évidemment, ils sont ouverts. Hein, donc, j'ai livré moi-même ce matin du matériel dans un hôpital. Donc, on peut livrer dans les hôpitaux sous certaines conditions, bien évidemment drastiques, mais on peut les livrer. Donc, globalement, la santé, globalement, les clients sont ouverts. Après, c'est certains autres clients qui ont fermé ou qui ont réduit fortement leur activité depuis quelques jours. Et juste une petite question de ma part, quand on livre un chariot inox dans un hôpital, évidemment Oui. en plein Covid, comment est-ce qu'on s'assure qu'on les a nettoyés? Est-ce que l'hôpital lui-même les nettoie à l'arrivée? Est-ce qu'on les livre garantis nettoyés au départ ou comment ça marche? Alors, c'est difficile de les livrer garantis à nettoyer au départ. Donc, nous, on y applique un produit de notre… Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé là, durant la crise. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on livre, on le désinfecte avant départ. On les désinfecte avec nos moyens du bord. Je l'ai dit, vinaigre blanc et des produits alcooliques comme ça qui permettent de désinfecter. Et de toute façon, et j'ai eu la confirmation ce matin, tout nouveau matériel entrant dans un hôpital passe par la stérilisation. D'accord. Donc, soit c'est une stérilisation extérieure sous-traitée par les hôpitaux, soit ils sont équipés en interne. Alors, ils ont des autoclaves, donc autoclaves, grosso modo, ils mettent dans des grandes armoires. Et les produits sont passés à la vapeur ou à d'autres produits stérilisants. Mais de toute façon, avant d'être en salle, ils sont validés stériles. Très bien. J'ai une question autour des partenaires sociaux ou du CHSCT, qui sont les organismes normalement qu'on va solliciter dans des situations comme ça. Quel a été leur rôle? Comment ça s'est passé? Alors, je suis dans une petite structure. Donc, finalement, le CHSCT, moi, c'est 19 personnes. Hein. Je suis moins de 20, donc j'ai un certain nombre de contraintes que je n'ai pas. Néanmoins, je vous le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais une réunion CHSCT tous les matins, puisque j'avais la chance d'être une petite équipe et de pouvoir les réunir. Donc, j'ai un délégué du perso, mais néanmoins, vu le nombre de fois où on se voit par jour, finalement, les réunions, on y répond. J'essaye d'y répondre quotidiennement. Parfois, quand ils ont d'autres demandes, mon bureau reste ouvert. Je pense que dans ces moments-là, il faut la confiance est importante. Donc, bien évidemment, je réponds à toutes les questions dans la mesure où je peux y répondre, parce que des fois, je n'ai pas les réponses non plus. Hein. Sinon, j'essaie de les informer par divers canaux, de faire des recherches pour eux, pour les informer. Et régulièrement, je travaille avec eux sur ce point. Les évolutions dans la partie sanitaire. Alors, il faut savoir que depuis, on a quand même reçu du gel hydroalcoolique. J'ai décidé de ne pas prendre de masque parce que je pense que les masques, aujourd'hui, il y a un sujet. Et donc, je n'ai pas cherché à acheter des masques. C'est personnel, je préfère et ils étaient d'accord. Bien évidemment, le personnel était d'accord. Les laisser aux personnes qui sont vraiment en première ligne. Donc, on est vraiment sur nettoyage de mains, désinfection au maximum et la distanciation. Voilà. J'ai une autre question sur l'entreprise. Au moment où tu l'as reprise, quel était l'état de l'entreprise? Est-ce qu'elle était en bonne santé? Est-ce que les gens faisaient déjà du lean?
J'espère qu'il n'y a pas le propriétaire, l'ancien propriétaire en ligne. Mais il peut suivre l'enregistrement plus tard. Ouais, d'accord. Ouais. Bonne remarque, c'est une très bonne remarque, Catherine. Alors, donc le ligne, il n'y en avait pas du tout. Il n'y en avait pas du tout. Et l'ancien propriétaire avait plusieurs structures. Et il n'était pas très présent sur le site puisqu'il voulait se focaliser sur ses autres structures qu'il avait, qui étaient dans d'autres métiers. Il voulait se désengager de celle-ci, enfin, celle que j'ai rachetée. Donc, il faut imaginer moins de présence de la part de la direction et pas de ligne. Voilà, je vous laisserai faire le reste du cheminement, mais voilà. C'est pour ça qu'au début, j'ai beaucoup discuté avec eux, parlé avec eux, été présent. Une question sur la supply chain. Comment avez-vous trouvé des fournisseurs pour remplacer les Italiens ou d'autres qui faisaient défaut et sur quels critères? Alors, j'ai utilisé un moyen, j'ai utilisé LinkedIn déjà. J'ai dû poster pour le transport notamment, parce que juste après la première intervention de M. Macron, les 2-3 jours suivants, j'ai eu un moment de panique en voyant tous les fournisseurs de transport fermer les uns après les autres. Ça a été extrêmement complexe, donc j'ai fait un appel sur LinkedIn qui a trouvé écho, puisque depuis, il y a au moins 4-5 sociétés de transport locales qui ont pris contact avec moi et pour lesquelles on a pu trouver au moins avec 2 d'entre elles des accords, et en plus sur des prix compétitifs. Donc, j'ai utilisé LinkedIn. Ensuite, j'avais un réseau de par mon expérience dans la région, dans ma société précédente. Donc, j'ai fait appel à des anciens fournisseurs que j'avais. Avec l'acheteuse, on a passé pas mal de temps au téléphone à essayer de trouver des gens qui étaient encore capables de travailler. Grosso modo, les grosses structures de logistique ont fermé et on a pu travailler avec des petites structures qui avaient quelques camions qui ont pu continuer à travailler, avec qui on a réussi à trouver des accords pendant la période la plus critique, c'est-à-dire juste après la première intervention de M. Macron. Comment est-ce que on a vu beaucoup dans ton intervention le temps que tu passes sur le terrain, l'implication de tout le personnel sur l'ensemble des mesures qui ont été prises. Quel a été le rôle des managers et notamment des managers des fonctions support comme les achats, le bureau d'études, je ne sais pas si on peut appeler ça une fonction, c'est pas vraiment une fonction support, mais toutes les fonctions dites de bureau, comment elles sont intervenues? Positivement globalement, donc encore une fois, 19 personnes, donc j'ai pas un nombre de strates hiérarchiques énorme, hein. J'ai un responsable de site, j'ai un manager de terrain. Pour les fonctions support, enfin, honnêtement, je pense que tout le monde a bien réagi. Personne n'a eu de réaction un peu épidermique. En tout cas, moi, j'ai été extrêmement surpris de la réaction des gens par rapport à des collègues chefs d'entreprise que j'entendais à droite à gauche, avec qui j'avais des contacts, qui avaient des difficultés de leur côté. Tout le monde a joué le jeu. L'acheteuse a compris qu'il fallait changer il fallait changer un certain nombre de choses. Elle a très vite accéléré sur la recherche de nouveaux fournisseurs. Au niveau du bureau d'études, ils se sont adaptés aussi à la situation. En télétravail, encore une fois, c'est pas facile. La comptable s'est adaptée aussi avec le comptable extérieur. Donc, elle travaille de chez elle. Elle vient de temps en temps pour la saisie. La flexibilité a été développée automatiquement. C'est-à-dire que je sais que la comptable, quand elle n'est pas là, elle demande à l'acheteuse de faire une partie de son travail pour éviter de se retrouver dans des situations lorsqu'elle va revenir, lorsqu'elle revient de travail trop important, des choses bêtes, hein, saisie de factures, etc. Donc, ils se sont organisés. Je les ai un peu aidés, mais globalement, ils ont compris l'urgence de la situation et le fait que ce soit extrêmement nouveau et que personne n'est préparé pour ça et que ils se sont adaptés. Je dois dire, je leur tire mon chapeau aux 19 personnes. Je leur tire mon chapeau et je les remercie tous les jours d'ailleurs sur le sujet. En revenant sur les fournisseurs, une question sur comment allez-vous, où est-ce que vous allez pérenniser les relations avec des nouveaux fournisseurs? Où est-ce que j'ai pérennisé? Non, est-ce que vous allez pérenniser ou est-ce que vous allez abandonner les nouveaux Ah non, fournisseurs? non. Un fournisseur qui m'a aidé pendant la crise, je reste avec lui. Ça, j'ai en tête une société de transport
j'ai fait un don d'un chariot à l'hôpital de Clermont. Je ne trouvais pas de transporteur et j'ai contacté une société locale. Je leur ai expliqué la situation. Ils ont accepté de livrer gratuitement le chariot. Donc, de participer à l'effort. Je peux vous dire que cette société de transport, je leur ai passé des commandes dans la foulée et je resterai avec eux. Clairement, tous ceux qui m'ont aidé, je vais faire le maximum pour rester avec eux. Une question plus personnelle, qu'est-ce qui a motivé le rachat de cette entreprise? Pourquoi le rachat de cette entreprise? Alors, le rachat de cette entreprise, déjà, elle était dans un métier que je connaissais. J'ai travaillé longtemps dans l'automobile et je ne souhaitais pas poursuivre dans l'automobile, donc elle était parfaite en termes de secteur puisque je ne travaille pas du tout pour ce secteur-là. Le monde de la santé m'intéressait. Elle était à taille humaine, elle était dans mes capacités aussi financières aussi, et dans une région dans laquelle j'habite. Donc, elle cochait 90% des cases. Je vois qu'il n'y a pas… Oui, si, il y a une question qui vient de sortir. Comment garder cette dynamique après le Covid? Alors, je pense que pour la partie sanitaire, certains gestes vont rester. Hein. Une fois que le confinement sera terminé, et j'espère que ce virus sera derrière nous, je pense qu'on va continuer à garder un certain nombre d'habitudes qu'on aura prises. Je pense notamment à se désinfecter, enfin laver les mains régulièrement. Donc ça, on a beaucoup insisté là-dessus. Je ne sais pas si on se resserrera la main un jour. Je ne pense pas. On s'habitue aussi à ça. C'est un peu bizarre au départ, mais on s'y fait aujourd'hui. Après, plus stratégiquement en termes de fournisseurs, vraiment réfléchir local. Parce que si un jour ça nous arrive, je préférerais travailler avec des fournisseurs un maximum locaux. Et comment garder la dynamique, poursuivre les tours d'usine de toute façon, les Gemba et être présent sur le terrain avec le personnel, développer la formation des managers, du manager pour qu'il soit lui aussi sur le terrain. Je voyais qu'il y avait une question sur le CES Lean. Est-ce que j'enverrai mon manager au CES Lean? Bien sûr que je l'enverrai. Je conseille à tout le monde, dans la mesure des possibilités, d'aller au CES Lean, et je sais qu'il y en a dans le groupe là qui sont des lauréats du CES Lean, donc je le conseille vraiment à tout le monde. Alors, je crois que j'ai raté… Oui, voilà, il y avait une question aussi sur l'organisation des réunions du matin, au point de vue organisation de temps. Comment se déroule un peu le rituel? Alors, le rituel au départ était du tour d'usine avant le Covid. C'était un tour d'usine où le sujet était la qualité. Donc, il y avait une défothèque sur chaque poste. J'ai mis en place, grâce à mon sensei, une défothèque. Donc, on parlait beaucoup qualité. Donc, le tour d'usine était vraiment axé sur cette partie-là, qualité et sécurité. Donc, c'est un tour d'usine qui démarre à 9 h. Et qui dure environ jusqu'à 9h30 max. Si vraiment il y a des sujets de fond, on y revient, mais il ne faut pas que ça dépasse une demi-heure. Donc, je me déplace avec le responsable aux différents postes. Je m'arrête, on discute avec l'opérateur du poste ou de la zone des différents problèmes, notamment de qualité. S'il y a d'autres problèmes, on prend en note et on y revient ensuite. On essaie de pas rester des heures non plus en réunion, en tout cas de ne pas les arrêter pendant des heures. Donc 9h, 9h30, l'idée c'est d'essayer de balayer un maximum de postes. Si jamais je n'ai pas réussi à faire le tour complet en une demi-heure, ce n'est pas grave. Le lendemain, je sais les postes que je n'ai pas été voir et je commence par eux. Voilà, et ensuite, le tour d'usine a changé puisque derrière, lors du confinement, je les réunissais comme vous avez pu voir sur la photo. On discutait, on échangeait sur le Covid, sur les problèmes. Et donc, le tour d'usine s'est un peu transformé en un CHSCT quotidien. On a quand même parlé qualité, mais bon, j'ai vraiment laissé les gens venir vers moi sur leurs problématiques et leur anxiété. On a vu qu'une partie des décisions importantes de ces derniers temps, ça a tourné autour des postes de travail et de tout ce qui était hygiène, bien sûr, mais aussi sur l'ergonomie des postes. C'est né d'idées des membres du personnel. Est-ce qu'ils ont fait ils ont peut-être pas fait des 5S, mais est-ce que l'idée de ça était là, d'essayer de repenser les postes sous la contrainte?
j'ai pas eu trop besoin de repenser les postes parce que déjà, quand vous faites de la soudure, vous êtes séparés les uns des autres. Mm. Bah, du fait de la soudure, vous avez des panneaux qui entourent les postes pour ne pas polluer et visuellement, parce que je rappelle que regarder de la soudure sans masque, c'est extrêmement dangereux. Donc, les postes sont protégés et que vous ne pouvez pas souder à plusieurs sur un même poste. Donc, j'ai la chance d'avoir des postes préalablement quand même adaptés à la situation actuelle. Donc, je n'ai pas trop eu besoin à modifier les postes en tant que tels. Le 5S a plutôt eu lieu autour des postes sur les zones communes Mm. où, du fait de passer du temps à désinfecter ces zones-là, la cantine a été revue et on a regardé comment faire pour qu'elle reste propre pendant le Covid et après. Donc, c'est un 5S d'usine, bien sûr, parce qu'il a fallu, comme dans toute usine, quand on la reprend, il y a toujours des choses à débarrasser, à jeter. Mais le 5S j'ai pas trop parlé 5S, j'en parle avec vous, mais je n'ai pas abordé ce mot-là avec eux. On a plutôt abordé le mot, la partie nettoyage, rangement pour éviter les accidents et pour éviter les problèmes de sécurité. Euh, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un seul soudeur alu, c'est ça, confirmé en alu. Qu'est-ce Inox, que c'est? inox, Pardon? inox, inox. Inox, pardon, en Oui. inox. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir en former d'autres, développer Ah des oui. savoir-faire. Globalement, quand on reprend une société, qu'on fait le tour du personnel et qu'on se rend compte qu'il y a 2-3 postes où il n'y a qu'une seule personne qui est formée, dans une petite structure, on s'inquiète très rapidement d'un éventuel arrêt maladie ou autre qui peut arriver. Donc, oui, comme je l'ai dit, la formation, ça a été un de mes premiers sujets pour éviter de me retrouver en pénurie de personnel. Donc, un soudeur TIG aujourd'hui formé à Chartres, en plein milieu de la Beauce, pas facile à trouver. Donc, mon objectif, c'est vraiment, vraiment de développer la flexibilité pour qu'en cas de problématiques diverses et variées, les gens puissent être beaucoup plus flexibles. Donc, la flexibilité est importante dans une structure de 19 personnes. Et il faut pouvoir passer de la soudure TIG au pliage de tôle ou au poinçonnage ou à la peinture. Alors, c'est différents métiers qui s'apprennent. Donc aujourd'hui, on essaye de fonctionner par binôme en fonction des métiers, en fonction des bottlenecks que je peux avoir sur la production. Donc ça voudra dire très régulièrement des systèmes de planning de formation, de dojo, Voilà, c'est ça. Donc, à organiser. dojo de formation organisé pour que la rotation se fasse en permanence. Et puis, il faut pratiquer. La difficulté de la formation, c'est on se forme dans une salle ou avec un formateur. Et ensuite, on se rend compte qu'on ne pratique pas. Donc, formation perdue pratiquement, on peut le dire. Donc, il faut absolument pratiquer. Autre point, j'ai laissé la possibilité, alors c'était avant le Covid, mais ils le font quand même, le matériel est à disposition une fois les heures de travail terminées. Le matériel de soudure est à disposition. Si des gens qui étaient en formation souhaitent poursuivre leur formation par eux-mêmes, ils ont la possibilité de le faire. L'usine reste ouverte. En tout cas, j'ai fait en sorte qu'elle puisse rester ouverte pour que les gens utilisent le matériel pour s'entraîner, parce qu'il faut s'entraîner. J'ai eu quelques personnes qui l'ont fait, bien sûr, pas tous. En dehors des heures de travail, c'est toujours un peu compliqué. Mais néanmoins, quelques personnes ont pris un quart d'heure, 20 minutes pour faire quelques cordons de soudure avant de partir pour continuer à se former. Donc, je pense qu'ils étaient intéressés par ce côté formation. On a vu qu'il y a un gros changement qui est en train de se passer sur le poste de soudure, avec tout un plan de travail qui est réorganisé. C'était Oui. quelque chose qui avait été initié avant la crise ou c'est quelque chose qui est né de la contrainte de la crise? C'était quand même le mois d'observation que j'ai pu avoir, et grâce à toute l'expérience Lean et tous les gambas que j'ai pu faire à droite à gauche durant toutes mes formations, m'ont quand même, je pense, transformer ma vision. Et quand je vois quelqu'un qui manipule un chariot d'une dizaine de kilos dans tous les sens pendant 1 heure, je me dis qu'à la fin des 7 heures, Il doit être si on épuisé. fait ça 1 semaine, 1 an, 10 ans, j'en sais rien, il va y avoir quelque chose qui se passe. Donc, c'était quand même initié. Voilà, initié avant la crise, ça a été initié et ça a été effectivement poursuivi pendant. Mais bon, l'ergonomie est un point important. C'est un point que j'ai noté lors de mes observations, c'est qu'il y avait très peu de. Les gens avaient manipulé, et manipulent encore malheureusement encore énormément de la tôle
toute la journée. Donc, vous imaginez en termes de fatigue et autres troubles que ça peut entraîner. Donc, ça a démarré assez rapidement, ce chantier-là. On va venir à la dernière question puisque l'heure se Oui. termine. En tout cas, un grand merci. Moi, si je résume un petit peu ce que tu nous as dit, c'est tout ce temps de travail sur le terrain, sur le Gemba, a permis effectivement, peut-être probablement de créer une relation de confiance entre le personnel et son nouveau dirigeant, mais surtout a permis de voir un certain nombre de choses qui ont été retravaillées en Kaizen et qui ont clairement aidé à préparer la crise ou à vivre la crise. Il y a un point sur lequel on n'a pas tellement insisté dans les questions, mais qui me paraît fondamental, c'est que la crise vous permet, sous la contrainte, de revoir ou de repenser complètement votre supply chain. Il est évident que vous allez changer sans doute de fournisseur, que vous allez remettre en question des modèles ou des composants pas très standards, compliqués, que vous allez travailler le lead time, que vous allez réfléchir à tout ça. On s'aperçoit en fait avec la crise que ce qu'on ne regardait jamais, qui est la supply chain, parce qu'on tenait pour acquis qu'elle était solide et qu'elle fonctionnait bien, on s'aperçoit avec la crise que la supply chain, elle est clé. Donc du coup, ma dernière question, ce serait qu'est-ce que tu retirerais, toi, sur la supply chain? Quel enseignement ou quel changement d'avis tu aurais eu avec cette crise sur la supply chain? Ou qu'est-ce que tu vas faire de différent sur la supply chain demain? Différent. Alors, je pense que le travail de la supply chain passe beaucoup au départ par l'engineering. Donc, concevoir. Alors, on a des produits existants, mais on essaye d'en concevoir puisque face à la crise aujourd'hui, on se rend compte que les besoins des hôpitaux évoluent. Donc, on est en train de réfléchir à des conceptions. Donc, concevoir des produits et dès la conception avec le bureau d'études, réfléchir à comment on va approvisionner et comment on va fabriquer. Et ça, c'est l'intérêt dès le départ de la conception. C'est, tiens, cette pièce-là, oui, on ne sait pas la faire. Qui sait la faire en France? Personne. OK, donc personne ne sait la faire en France. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que vraiment on a besoin de cette pièce? Est-ce qu'on peut trouver un autre système, une autre mécanique pour pouvoir avoir la même fonction, mais au moins avoir un fournisseur local? Donc, c'est vraiment dès le départ, dès la conception, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour réfléchir à concevoir de façon le plus simple possible pour pouvoir se fournir en local et ne pas avoir à chercher des fournisseurs qui sont sur des marchés de niche ou des choses comme ça qui sont forcément dans des périodes comme celle-ci extrêmement impactées. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'ingénierie et du bureau d'études pour ça. Et puis, travailler en local au maximum. On voit les transports. Il faut pouvoir être à une heure max de l'usine. Donc, je cherche des fournisseurs à 1 heure de l'usine. Globalement, c'est ça l'idée. Et que ce soit maintenant ou pour plus tard, de toute façon, les coûts de transport, etc., ce sont des choses qui sont assez importantes pour nous. Et puis, je rajouterai un dernier point. Malheureusement, je pense qu'à la sortie de la crise, les prix vont augmenter, les prix de matières premières vont augmenter, les prix de transport vont augmenter. Je ne l'espère pas, mais malheureusement, j'ai des doutes puisque je vois déjà certains prix qui commencent à augmenter. Donc, il va falloir vraiment s'adapter fortement pendant et surtout après à ce changement de système économique. Un très très grand merci Nicolas. Merci à tous Merci pour toutes vos questions. Nous avons enregistré, nous allons mettre à disposition ce webinaire. Un grand merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.